Mon expérience de l'égalité homme-femme est très pratique, parce que je crois que je n'y ai pas beaucoup réfléchi, étant sur le terrain, avocat plutôt pénaliste à la base, pénaliste sans patron pénaliste, puisque j'ai réussi un concours qui s'appelle la conférence du stage, qui donne droit pendant l'année où on est en exercice d'être commis d'office dans les dossiers criminels. Et que donc, à 25 ans, et comme le disait Marie-Aimée, il y a quand même moins de femmes secrétaires que d'hommes, je me suis retrouvée commis d'office dans les dossiers les plus graves, les plus lourds, donc aux assises. Et sans jamais avoir fait de pénal, je suis arrivée, on a une grande solidarité entre nous, donc ne croyez pas que c'est desservi mes clients, j'étais aidée, épaulée, j'ai appelé des copains, enfin voilà. Mais il reste que pour arriver en prison, quand on est commis d'office, on est tout seul. On ne peut pas emmener le copain qui gentiment vous donne des conseils et qui a autre chose à faire que d'aller avec vous. Et donc, en arrivant en prison, on rencontre son client commis d'office, et là, je lisais dans le regard de mon client une vague profonde de désespoir. C'est-à-dire, déjà, je suis seule, les copains m'ont lâché, j'ai pas de famille qui paye, j'ai un avocat gratuit, donc, mais en plus, cette haine. Et ça a duré au moins 3 mois. Le regard de désespoir du client qui faisait écho à mon propre désespoir, et puis il fallait bien qu'on fasse route ensemble, on commençait avec le dossier. Au bout de 3 mois, je n'avais pas changé, je pense, physiquement tellement, mais il y avait certainement quelque chose qui s'était passé, qui était que j'avais plus confiance, et au bout de 3 mois, je n'ai plus lu, ou je n'ai plus été réceptive au regard de désespoir du client qui m'accueillait en se disant « Ah mon Dieu, elle ». Et puis, le temps a passé, et ça s'est passé de mieux en mieux, c'est-à-dire que je l'ai vécu de mieux en mieux, parce qu'en réalité, un avocat, quand on est commis d'office, peut toujours être débarqué par son client, il peut toujours dire au bout d'un moment « Moi j'en peux plus, celui-là est trop nul, je change ». J'en ai eu assez peu qui ont eu un désespoir persistant. Au bout d'un moment, ils étaient plus contents. Et puis, je me rappelle, un de mes clients, il se faisait appeler Johnny parce qu'il aimait beaucoup Johnny Hallyday, il avait fait un braquage avec 3 copains, et lui était beaucoup moins mouillé dans les écoutes téléphoniques. Et avec les 3 copains, il s'était mis d'accord, il y avait quand même pas mal d'argent dans ce milieu. Les 3 autres avaient des ténors du barreau, que des hommes. Lui, il gardait son avocat commis d'office. Les 3 autres arriveraient à l'audience en costume, pour montrer qu'ils étaient dignes. Lui, il arriverait en jogging, et lui, il était au courant de rien, il avait fait le game et il ne savait pas pourquoi. Et donc, ça collait bien d'avoir un avocat commis d'office, le type qui est là par hasard. Seulement, en arrivant à l'audience, il était super tendu, parce qu'il y avait les ténors qui étaient là, qui faisaient les gros bras, dans la salle d'audience, qui occupait beaucoup de place, et lui, il m'avait moi. Et donc, c'était un peu difficile. Et puis, quand est venu le moment de la plaidoirie, on n'est pas très loin de son client dans ces cas-là, quand on plaide en correctionnel. Il était dans le box ici, et j'entendais « Putain, elle est bonne !» Putain, elle est bonne !» Et en fait, il ne pouvait rien dire d'autre. Tous les 5 j'ai dû plaider, je sais pas, une demi-heure, puis j'ai terminé, je me suis rassise. Il m'a regardé, il m'a dit « Mais putain, vous étiez bonne !» Je lui ai dit « Écoutez, franchement, Jenny, là, ça commence à bien faire. Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Et merci pour la surprise. » Mais le pénal, c'est aussi ça. Et quand, 6 mois plus tard, la veille d'une audience d'assises, pour un dossier épouvantable d'assassinat, pas un meurtre, un assassinat prémédité, etc., j'étais ultra tendue, on finissait de boucler les questions avec mon client une fois de plus, et il me regarde, il ne pensait pas du tout à ce que je lui disais. Il me dit « Vous savez pourquoi je vous garde ?» J'ai écouté, c'est sympa, ça fait. Là, c'est pareil, c'est le dossier demain. Pourquoi vous me gardez ? Parce que Johnny m'a dit « Tu peux la garder, elle vaut 7 hommes. » Et là, je me suis dit « C'est fantastique. Le jour où on dira « Tu peux le garder, il vaut 7 femmes. » Eh bien, on aura encore fait un pas dans le pénal, disons. Et il est vrai qu'avec une population carcérale qui est à 96% composée par des hommes, avec des avocats hommes qui ont tendance à penser, malheureusement, M. le bâtonnier Le Borgne est parti, mais qui ont tendance à penser que la voix, la puissance et donc l'efficacité, c'est la même chose, il est évident que la place d'une femme au pénal n'est pas quelque chose qui s'est fait de manière simple. Aujourd'hui, je pense qu'en 22 ans, ça a énormément progressé. Moi, je trouve que 22 ans, c'est rien.
Mais je disais ça à mes collaborateurs aujourd'hui au déjeuner qui étaient morts de rire, qui me disaient que c'était énorme, 22 ans. Donc, en tout cas, en 22 ans, ça a quand même beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de femmes au pénal, c'est beaucoup plus mixte. Et je pense que ça ne pose plus le même problème. Malgré tout, je trouve très agaçant quand j'entends, comme il y a 15 jours, un ancien bâtonnier dire « c'est merveilleux parce que, devant 900 personnes dans un colloque, c'est merveilleux parce que avant, nous étions les hommes, là, avec notre voix, notre force, nous plaidions, et puis les femmes ont apporté quelque chose de différent. Elles ont apporté de la sensibilité. Et non, on n'a pas apporté que de la sensibilité, nous ne sommes pas un monde de bisounours. Nous n'avons d'ailleurs pas le monopole de la sensibilité, un homme aussi peut faire pleurer. Nous avons certainement d'autres choses, mais nous avons surtout chacun des caractères individuellement différents et pas seulement des caractères en paquet avec la catégorie homme, la catégorie femme. Vous disiez tout à l'heure que nous avions besoin de travailler beaucoup plus. Tu le disais toi aussi, Marie-Aimée. Moi, je suis dans un tout petit cabinet puisque je suis seule associée avec 3 collaboratrices et un remarquable stagiaire qui est ici présent. Et dans ce que je vois chez les stagiaires, les femmes ne travaillent pas plus que les hommes en règle générale. C'est que je viens d'avoir 2 stagiaires femmes tout à fait médiocres. J'ai un stagiaire garçon parfaitement remarquable. Et je crois qu'il n'y a pas forcément une règle, les femmes travaillent plus, ou sans doute doivent-elles dans les cabinets d'affaires plus travailler que les hommes pour faire leur place, ça j'en suis persuadée. Je crois aussi qu'il faudrait peut-être, avec le temps, se dire que nous sommes encore dans le combat et qu'il faudrait agir contre le sexisme. Et bien avoir en tête que c'est contre le sexisme qu'il faut agir et pas contre les hommes. Que d'ailleurs, si on réfléchit, qu'est-ce que le pouvoir ? Est-ce que le pouvoir, ce ne serait pas l'apprentissage du respect de l'autre et de la responsabilité de l'autre ? Et que si on considère le pouvoir comme cela, et pas simplement comme le fait d'être au sommet avec le plus de gens sur qui on peut gueuler et le plus d'argent possible, si on se dit que le pouvoir c'est le plus de respect et le plus de responsabilité, en réalité, l'exercice même du pouvoir, c'est l'éducation des tout-petits. Mais qui dira à quelqu'un qui vient annoncer à l'âge de 20 ans « Moi, je veux être maître d'école en classe maternelle. » Waouh, quel métier prestigieux, avec le même cœur qu'à celui qui dira « Moi, je veux être avocat d'affaires. » Je dis ça parce que je connais les avocats. Et je pense qu'il faudrait que nous cherchions, que nous luttions pour remettre le maximum d'humanité dans notre société. On parlait de femmes multitâches. Oui, nous sommes multitâches et aujourd'hui encore beaucoup plus que les hommes. Je crois que peut-être il faudrait aider les hommes à avoir envie d'être multitâches. Je pense que nous pouvons travailler après le dîner, c'est ce que je fais, et avec nos ordinateurs, et parfois même à l'heure du dîner, pendant que monsieur est à la maison. Je crois qu'il faut donner aux hommes le goût de ceci, et qu'en réalité, si nous ne prenons pas tout pour nous, eh bien, il y a aussi une place qui se dégage pour l'homme. Je crois qu'on peut envoyer l'homme chez le pédiatre. Je crois que l'homme peut faire les sorties de classe. Je crois que l'homme... voilà, l'homme peut faire beaucoup de choses. Et je crois que la loi doit nous aider dans des combats qui sont essentiels. Comme par exemple, nous protéger, nous les femmes, dans ce qui est le respect de notre corps. Je suis extrêmement choquée par ce qui est dit, parce que je ne sais pas ce qu'est la décision en elle-même et pourquoi elle a été rendue, par cette décision de Nanterre qui a acquitté 7 jeunes garçons sous le prétexte que la jeune fille aurait été consentante. Je ne vois pas comment une jeune fille de 14 ans dans une salle de bain peut être consentante pour se voir passer dessus 7 hommes successivement. Voilà, point. Ça, je ne pense pas que ce soit possible. Et je trouve qu'en soi, cette décision, en tout cas telle qu'elle est présentée sans explication, est profondément choquante. Je crois qu'il faut que nous luttions, nous les femmes, que nous luttions avec vous, messieurs. Et nous avons besoin de vous pour ça, pour ce respect fondamental qui est celui de notre corps et de notre sexualité. Je crois qu'il faut que nous luttions contre le harcèlement. Je crois qu'il faut que nous luttions contre tout ce qui est manifestation de pouvoir.
Je crois qu'il faut que nous luttions comme nous avons lutté pour avoir le droit d'être en pantalon et en chaussures plates parce que c'est plus commode, il faut le dire quand même par exemple, pour aller en prison parce qu'on marche beaucoup. Je crois qu'il faut que nous luttions pour pouvoir porter des jupes sans qu'on nous regarde, pour pouvoir nous habiller comme nous le souhaitons, maquillés ou pas maquillés. Je crois qu'il faut que nous luttions pour que chacune de nos caractéristiques et nos goûts soient respectés. Et puis je crois qu'il faut que nous luttions aussi pour que nous conservions le maximum de liberté de nous organiser, de liberté en couple et hors des couples, de liberté individuelle. Je crois par exemple qu'en ce qui concerne le congé parental, les dernières dispositions qui disent qu'on ne peut prendre un congé parental qui ne peut être renouvelé que si l'autre conjoint dans le couple le prend, est une disposition qui ne convient pas. Nous ne sommes pas dans un état totalitaire. J'ai un beau-frère qui enchaîne sa 3e année de congé parental parce qu'il a envie et que ma sœur a envie. Je ne vois pas au nom de quoi on forcerait ce couple à ce que ce soit l'inverse. Je crois donc qu'il faut réussir à protéger au maximum nos droits, qu'il faut que nous osions, que nous ne mettions pas à nous-mêmes des barrières et qu'en même temps, on laisse la liberté de chacun, que, en gros, celui qui veut puisse aller à l'école chercher les enfants au moment où il a envie, avec le maximum de liberté. Il est vrai qu'il faut changer très profondément les mentalités. Il est vrai que c'est plus facile, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, plus on est aisé, plus c'est simple d'avoir une vision facile de la société. Mais je crois qu'il est difficile aussi pour un serveur homme d'avoir une vie de famille et que lui aussi, le serveur homme, peut en souffrir. Et je pense en particulier à un de mes amis qui est barman, qui est veuf, qui a élevé seul ses 3 enfants, qui a eu l'aide du juge pour enfants et pour qui c'était pas plus simple que s'il avait été une femme. Et je crois que tout cela nécessite un changement profond de la société et que pour ça, c'est bien, nous avons encore un beau combat à mener dans le positif.